9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. Alors parfois, évidemment, ça égratigne, c'est difficile d'entendre certaines choses. Et nous en avons eu l'illustration tout à l'heure, bien sûr. Selon l'endroit où on se positionne pour regarder un événement, un lieu, on n'a pas tout à fait la même perception. Ça, il faut se le dire impérativement. Le livre qui suit est intéressant parce que parlons-nous tous la même langue, en fonction de ce que l'on voit, en fonction de son lieu d'habitation, de son mode de vie, comme Xavier en fait tout à l'heure, qui lui avait sa vision en fait des choses sur le conflit israélo-palestinien. Et je sais que ça divise beaucoup au sein de familles, d'amis, bien sûr. Là, c'est la même chose, Frédéric Dabi, avec votre livre autour de certains termes vus de France, la souveraineté, la qualité de vie, l'immigration, l'impôt, le climat, les services publics, etc. C'est ce qu'on va voir. Frédéric Michaud nous fait le plaisir aussi d'être là ce matin, directeur général adjoint d'Opinionway et auteur de votre dernier livre, c'était Le gouffre démocratique, il y a quelques mois. Bonjour. Bonjour. Alors, d'où est venue cette idée d'abord, Frédéric Dabi ? Alors, cette idée avec Brice Sokol, qui est mon co-auteur, qui a été en cabinet ministériel, qui est très souvent en contact avec le terrain, notamment avec des élus locaux. On s'est posé 3 questions. D'abord, est-ce que le politique est capable de produire un discours collectif qui rassemble les Français ? Deuxièmement, ça a été un étonnement de ma part à plusieurs reprises, notamment dans le cadre d'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, Patrick. C'est-à-dire que je voyais un décalage sidérant entre une classe politique extrêmement fracturée, extrêmement marquée par le clivage gauche-droite, on l'a vu par exemple pendant le projet de loi immigration, et des Français dans les enquêtes, notamment celles pour Sud Radio ou d'autres, qui étaient beaucoup moins fracturés ou divisés qu'on le disait. Par exemple, je remarque que le clivage gauche-droite s'est absolument effondré depuis quelques années sur des thèmes comme les les politiques qui étaient dans les métropoles, tout va bien. Ouais. Et en zone rurale, c'est la catastrophe. Vos auditeurs montrent qu'il n'y a pas de ruralité, qu'il y a des ruralités. Et donc, sur cette base-là, plutôt que recourir à un sondage comme on le fait ensemble, on a fait du qualitatif. On s'est attaché. Au début, cette enquête que m'avait commandé Brice Sokol s'appelait les mots du local. Comment des mots comme souveraineté, alimentation, des mots très politiques comme immigration, insécurité, des mots plus intimes comme la vieillesse, la tranquillité, les paysages, le patrimoine, sont perçus par les Français. Et la conclusion, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus de communs qu'on le dit. Il y a beaucoup plus de constats communs, de points communs chez les Français qu'on le dit. Il y a bien sûr des sujets qui divisent. Rappelez-vous notre émission la semaine dernière sur les viols de Mazan, ce qu'on a entendu de la part de notre ami Xavier. Mais il y a quand même beaucoup de communs. C'était un peu l'idée de ce livre où on sort du sondage classique pour écouter les Français et les mots des Français. Les clivages ont changé en fait. Voilà. Frédéric Michaud, vous le constatez vous aussi dans les enquêtes en fait avec Opinionway ? Alors oui et non. Ce qu'on voit dans l'opinion publique, par nature, l'opinion publique, normande, mon cher. Absolument. Par nature, l'opinion publique est en évolution constante. Parce qu'il y a un renouvellement démographique, parce qu'il y a un débat public qui fait avancer les mentalités, parce qu'il peut y avoir des événements extérieurs, une pandémie, une crise économique, une guerre évidemment. Donc l'opinion publique est en évolution constante. Il y a des éléments sur lesquels elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. Frédéric en a cité quelques-uns. Il y a des éléments, au contraire, de stabilité. Et quand on regarde l'opinion, il faut regarder les deux. Il ne faut pas voir uniquement ce qui bouge, ce qui est en train de muter, ou ce qui s'est retourné aussi dans certains cas. Il faut voir aussi les éléments de permanence. Par exemple, la fierté d'être français. Aujourd'hui, vous avez 78% des Français qui se disent fiers d'être français. Ça a toujours été le cas depuis plusieurs années. L'attachement au cadre national persiste et reste quelque chose de très stable dans le temps. Oui, tiens, sur ce terme, la fierté d'être attaché au pays, le mot souveraineté, qui était un gros mot il y a quelques temps, est revenu très à la mode à la faveur, malheureusement, d'une crise. Oui, c'est vrai. Vous le dites, Frédéric. Et vous l'écrivez dans votre livre. Frédéric Michaud a tout à fait raison de rappeler que l'opinion publique est moins
évolutive que les réseaux sociaux qui bouillonnent et qui parfois sont pas la réalité de l'opinion publique. Je dis toujours que les sondages, c'est pas la réalité, c'est une perception du réel, mais c'est vrai qu'il y a des crises qui ont fait bouger les choses. Le Covid, effectivement, a mis en exergue avec ce qu'on a appelé le juin 40 sanitaire. Rappelez-vous Patrick, pas de blouse pour des soignants, pas de masque, le paracétamol, les Français ont appris avec stupeur que l'aspirine, le paracétamol ne se faisait plus du tout en France. Le terme souveraineté est rentré dans le débat public. Il a remplacé un terme plus défensif, plus polémique qui était le protectionnisme. Alors on voit bien dans le livre que le mot est saisi de manière différente. À l'échelle des ruraux, dans les ruralités, c'est la souveraineté, ça veut dire perte de souveraineté, ça veut dire mainmise de l'Europe, ça veut dire tracas. Du côté des urbains, c'est plus l'idée que la souveraineté, c'est une nouvelle liberté parce que la France retrouve des marges de manœuvre. Mais c'est vrai que ce livre permet de faire émerger, et je reviens sur le qualitatif, ce qu'on appelle des imaginaires. Un imaginaire, c'est comment un système de croyances, comment les représentations vont, je dirais, faire bouger une opinion publique. Mais comme Frédéric Michaud le disait très bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage. Il y a des clivages générationnels très forts, notamment sur le débat dont vous parliez. Où est-ce que vous les percevez plus, vous, Frédéric Michaud? Mais dans tous les domaines, il y a des clivages entre les hommes et les femmes. Il y a des clivages évidemment générationnels entre les catégories socio-professionnelles, selon le lieu d'habitation. Revenu, le niveau nous utilisons détaillé en qui peut y avoir des résultats du simple au double. Par exemple, aux deux extrémités de l'échelle générationnelle. Souvent, ce sont des choses qu'on observe en fonction des sujets. Ça renvoie aussi plus généralement à, vous savez, le fond de la politique, c'est le verbe. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années, il y a un livre qui était publié qui s'appelait La magie du discours. Eh bien, ce qui est très frappant dans la politique actuelle, c'est que le verbe ne semble plus entendu par les Français. Il y a une forme d'incompréhension entre d'un côté les citoyens, de l'autre côté les élus, avec un véritable dialogue de sourds, des citoyens qui considèrent que les élus sont déconnectés de leur réalité, alors que la proximité, c'est la principale attente que les Français envoient aux élus, et puis aussi peut-être des élus qui ont de plus en plus de difficultés à comprendre les problématiques quotidiennes des citoyens. Là, dans cette relation, dans ce regard en chien de faïence, il y a quelque chose qui est défini, je trouve, très pertinemment la situation politique actuelle. Et là, ce que dit Frédéric, il met le doigt sur le cœur de ce livre. Il y a bien sûr des fractures, mais il y a beaucoup de communs, il y a beaucoup de constats communs, et on voit dans cette enquête qualitative menée avec Brice Sokol, avoir un cadre de vie préservé, être en sécurité, bien vieillir. Rappelez-vous comme la réforme des retraites a percuté ça. Et Patrick, la crise du politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les sortants soient systématiquement battus, qu'il y ait eu ce qui s'est passé aux élections législatives, n'est-ce pas un problème d'écoute entre les représentants et les représentés, et surtout des élus nationaux, pas les élus locaux qui échappent à ce discrédit, parce que l'élu local, le maire notamment, permet à encore cette magie alors pas partout, pas partout. Aujourd'hui, ça change quand même beaucoup. Il arrive par son action à changer la vie. Pourquoi les maires sont quasiment tous reconduits? Même en 2014, quand la gauche a perdu 170 villes, vous ramenez ça au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, 70% des maires de grandes villes ont été réélus. Le problème, c'est que les Français voient un spectacle politique, notamment à l'Assemblée, mais qui ne leur parle plus. Quand, au mois de décembre 2023, les élus s'écharpent sur l'immigration, les Français sont très étonnés, alors que sur cette question, qui est une question, on le sait, inflammable, compliquée, on a entendu Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure avec Othman Nasrou, eh ben, il y a énormément de points communs, et ce qui était avant une césure très forte entre la gauche et la droite, c'est très fort. Gauche. Vous avez, vous prenez comme ça sur notre
Aujourd'hui, il y a une dégradation de l'État démocratique, notamment depuis Emmanuel Macron à l'arrivée au pouvoir. Et Frédéric Michaud, vous avez écrit justement le gouffre démocratique, qui signifie quoi? Alors que là, il y a un fossé justement. Il y a un fossé qu'on observe depuis une quarantaine d'années dans les enquêtes. Tout ça est extrêmement bien documenté. Ça fait des années qu'avec Frédéric, nous établissons le même diagnostic. Disons que c'est un diagnostic qui s'aggrave. On a vraiment un fossé qui se creuse entre... Votre baromètre de la confiance que vous notamment, faites, puis certaines de vos enquêtes, mais vraiment un fossé qui se creuse entre les citoyens, les politiques qui parlent presque deux langues différentes, qui habitent deux mondes différents et qui s'éloignent de plus en plus dans une forme d'incompréhension mutuelle. Ça explique en grande partie la montée de l'abstention. Alors c'est nuancé avec les dernières élections législatives, mais une forme de retrait civique de la plupart, d'une grande partie en tout cas, des citoyens. Ça explique ce que disait Frédéric sur la dégradation de la perception de la vie politique. Autrefois, faire de la politique, c'était une activité noble. Le prestige de l'élu s'est complètement évaporé. Les élus ne sont absolument plus respectés. C'est démonétisé, totalement. Démonétisé, et ils sont perçus comme étant corrompus, malhonnêtes, servant avant tout leur intérêt personnel plus que l'intérêt général. Bref, on connaît la litanie des critiques. Ce qui est loin d'être vrai. Allez, on continue d'en parler justement dans un instant avec vous, Frédéric Dabi, Frédéric Michaud, et puis vous, 0826 300 300, si vous voulez réagir. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a vraiment ce décalage, ou est-ce que vous vous retrouvez, que vous habitez en périphérie, dans les villes moyennes? Moi, j'aime pas parler en fait du monde d'un côté des villes et de l'autre des champs, parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des Français vivent dans des villes, disons, moyennes, en fait, la périphérie, etc. Il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants, vous avez complètement raison, et il n'y a pas une ruralité, il y a des ruralités. Allez, est-ce que nous parlons la même langue? 0826 300 300, Radio Libre. Parlons vrai jusqu'à 10h. Patrick Rocher. Pays est dit le cas. Quand on parle et quand on prend certains mots, le vocabulaire, bien sûr, on disait le verbe qui n'a plus le même effet, utilisé par les politiques, services publics, commerce, frugalité, alimentation, transition, industrie, paysage, patrimoine. Vous en prenez beaucoup, hein, Frédéric Dabi. Démocratie, c'est ce qu'on a vu en fait tout à l'heure. Paysage, patrimoine d'ailleurs, tiens, c'est assez intéressant parce que quand on évoquait tout à l'heure aussi la souveraineté et puis la transmission, il y a en fait cette préoccupation. C'est intéressant d'ailleurs le chapitre que vous consacrez en fait à ça. Oui, c'est vrai que là aussi, voilà un terme qui n'est pas pris, qui n'est pas appréhendé de la même manière à l'échelle urbaine qu'à l'échelle rurale. Même si on voit bien, et c'est la thèse du livre, qu'il y a beaucoup de points communs. À l'échelle rurale, le patrimoine, c'est le cadre de vie, c'est la nature, c'est l'absence de bruit. Souvent, la qualité de vie des ruraux, et on fait des enquêtes avec l'association des familles rurales, se construit en décalage avec ce qui est vu comme dans l'imaginaire des ruraux comme les contraintes et les problèmes que vivent les urbains. Et chez les urbains, on l'a vu pendant le Covid, hein, Frédéric le disait, c'est un moment d'accélération des tendances. Cette envie, rappelez-vous la phrase d'Alphonse Allais, soit de construire des villes à la campagne, soit la tentation, non pas de Venise, mais de partir dans un cadre préservé. On parlait du rapport des Français aux maires, aux maires de leur ville, et c'est vrai que dans la qualité de vie, il y a le cadre de vie préservé, et là il n'y a pas de décalage entre ruraux et urbains, entre jeunes et personnes âgées. On attend surtout de son territoire qu'il ne soit pas en déclin, qu'il évolue. Et là, par rapport aux mots qui ont changé par rapport à ce qu'on disait, s'il y a un terme où le clivage gauche-droite s'est absolument effondré, Patrick, c'est la notion de service public. Il y a encore 15 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça, sous Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'on voyait? Les gens de gauche disaient il faut plus de fonctionnaires. Les gens de droite disent ils travaillent pas assez, il faut en remplacer 1 sur 2. Nicolas Sarkozy a raison de leur serrer la vis. Aujourd'hui, il y a un attachement énorme dans les territoires aux services publics qui sont vus comme des services au public. Un petit café, c'est un service public. Un distributeur automatique. Il y a une confusion parfois d'ailleurs. Alors, ça peut être une confusion, mais ce sont les mots des Français. C'est une vision extensive et j'en termine là, le départ des services publics d'un territoire abîme le paysage, fait perdre de la valeur patrimoniale à sa ville et
plonge son territoire dans le déclin. N'oublions pas que l'imaginaire majeur des Français, malgré les JO, malgré ce shoot anti-déclin, c'est du déclin. C'est ce que vous constatez aussi, Frédéric Michaud, vous, dans vos enquêtes à Opinionway? Oui, sur certains sujets, c'est évident que le retrait des services publics matérialise une perte de puissance de l'État. Alors il y a d'autres indicateurs, on voit la question des comptes publics en ce moment qui arrive sur le devant de la scène, alors que pendant longtemps, en dépit de la situation très dégradée, l'opinion publique ne voyait pas très bien cet enjeu. Donc il y a plusieurs indicateurs comme ça qui indiquent le déclin. On le voit aussi par domaine de compétences ministérielles, dans l'éducation, en économie, c'est évident aussi, en matière de santé, avec la question de l'hôpital qui est très tangible pour toute une partie de Français. Et effectivement, ça touche l'imaginaire parce que quand l'État s'affaiblit, c'est d'une certaine manière la nation qui s'affaiblit. La France, c'est le prototype de l'État-nation. Ah, c'est clair. Donc si l'État collapse, ou en tout cas s'affaiblit, c'est juste. eh bien, le sentiment national s'étiole. Alors, il y a des éléments qui contribuent encore à le maintenir. Je pense à la devise républicaine. La liberté, 96% des Français y sont attachés. L'égalité, 92%. La fraternité, un peu moins, mais quand même 88% des Français qui y sont attachés. Alors... ça reste très structurant dans la perception qu'ont les Français de leur pays, et donc de même, mais les faiblesses de l'État, la paralysie, parfois l'obésité de l'État, dont on parle beaucoup en ce moment, ou l'impuissance, ça contribue à ternir le moral national. Je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric Michaud. C'est vrai que dans les imaginaires, il y a une différence rural-urbain. Les urbains sont très attachés à la notion de liberté, notamment liberté d'accéder à tous les services publics, tout ce qui s'offre à eux, même si, n'oublions pas, la France, ce ne sont pas que des métropoles. C'est ces 1000 villes de plus de 10 000 habitants, ce sont ces petits territoires. 24 ou 25% des Français vivent en commune rurale. Souvent, on confond agriculteurs, ils ne sont que 1%, donc il y a du monde dans la ruralité, alors qu'à l'échelle rurale, on est plus attaché à l'égalité. Et très vite, ça glisse sur les inégalités, l'injustice d'avoir un accès aux soins qui n'est pas bon, l'injustice de voir un service public reculer. Mais malgré ça, on a sur ces sujets beaucoup de Français qui disent on pense un peu la même chose. Et la crise du politique, c'est la crise du résultat. Le politique ne change plus la vie, il se montre impuissant sur toute une série de sujets, toute une série, par exemple, d'affaires qu'on a vues très récemment sur le domaine de l'insécurité et de la délinquance. L'affaire Philippines, l'affaire Lola, des gens sous OQTF qui ne sont pas reconduits à la frontière. Mais il y a aussi rapport à les sentiments et d'entre eux. Et dans le livre avec Brice Sokol, on détaille 4 moments où il y a eu cette crise de l'écoute. Le référendum du 29 mai 2005, les Français votent non, et d'ailleurs on travaille ensemble avec Frédéric à cette époque. Ça c'était bien avant Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, c'est 2005, et quelques mois après, quelques années après, on fait passer un traité qui enterre ce résultat. Traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, les gilets jaunes, le Covid, malgré une bonne gestion, on a eu le sentiment qu'on nous a imposé des choses, et très récemment, par rapport à cet imaginaire de la vieillesse du bon vivre, cette réforme des retraites, on en a parlé souvent ici, 2 tiers des Français qui l'a rejeté, 3/4 des personnes actives. Voilà, c'est cette crise de l'écoute avec ce sentiment que les politiques ne comprennent pas complètement les mots des Français. Alors, est-ce qu'ils ne comprennent pas, ou est-ce qu'ils sont un peu débordés et qu'ils ne peuvent pas agir? Frédéric Michaud. C'est peut-être autre chose, quoi. Parce que non, parce que dans ce que dit Frédéric, il y a de manière sous-jacente, mais aussi très présente, une asymétrie entre d'un côté des moyens qui sont considérables, notamment les impôts, qui sont prélevés et qui ne cessent d'augmenter, et de l'autre côté des résultats qui ne sont absolument pas à la hauteur des prélèvements. Donc la puissance qui est celle de la lui par a changé le slogan que tu as cité tout à l'heure des années 70. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est le point de départ des Gilets jaunes. C'est où va l'argent ? Oui, c'est vrai. Comment est utilisé l'argent
des Français. Et là, on a vraiment quelque chose qui est très problématique pour l'opinion actuelle. Et Frédéric Michaud, Frédéric Dabi, les Gilets jaunes, qui sont évidemment, c'est cette crispation autour de ça. Est-ce qu'on parle de la même chose, quoi, bien sûr, que ce soit en fait sur les prix, sur l'accessibilité, sur la proximité, sur les services, sur la liberté et la façon de vivre. C'est vraiment tout à fait ça. Cet imaginaire du déclin se cristallise sur deux institutions. L'école, l'hôpital, la santé, l'éducation, qui sont comme par hasard, vous vous rappelez Patrick, les deux premiers enjeux dans notre baromètre annuel des priorités des Français. Et la question du retour sur investissement, du pognon de dingue, pour reprendre cette phrase célèbre, d'où va l'argent, et du service rendu est absolument capital. Et les Gilets jaunes, il y avait en plus, rappelez-vous, cette idée du travail qui payait mal. C'est-à-dire, je travaille, je ne suis pas au chômage, mais je ne m'en tire pas. D'ailleurs, dans la hiérarchie des préoccupations, le chômage n'est plus qu'en 12e position, puisque maintenant l'injustice, c'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Et les Gilets jaunes, c'était cette révolte de ne pas être écoutés, d'avoir été bons élèves. On a pris des voitures au diesel, comme on nous l'a dit. On a pris un pavillon dans une ville périphérique, comme on nous l'a dit, et finalement, on ne s'en sort pas. Alors, comme on nous l'a dit, et puis comme on pouvait évidemment se le payer aussi, quoi. Bien sûr. C'est le sentiment aussi d'être totalement invisibilisé. De ne pas exister ni pour les élus, ni pour les médias, de ne pas passer dans les médias, de ne pas trouver dans les chaînes de télévision des personnes qui nous ressemblent, de ne pas entendre dans les chaînes de radio des personnes qui parlent comme accent locaux. Donc ce sentiment médiatique dans l'entre-soi, déconnecté des réalités quotidiennes des Français, sauf au moment des élections, où là, il y a un théâtre qui se met en place. À la différence des élus locaux. Solliciter les suffrages des Français. Mon cher Frédéric Michaud, vous avez bien décrit Sud Radio, justement, qui est à l'écoute. C'est votre succès, proximité, vous avez. Oui, bien sûr. La proximité, d'avoir donné en fait la parole et d'éviter cette déconnexion, d'être le relais. Un dernier mot. Un mot très simple qu'utilisent beaucoup les politiques, c'est le mot mobilité. Mais les gens ne disent jamais ce mot. Ils disent déplacement, prendre sa voiture, prendre son vélo, etc. Mais vous voyez, c'est très simple et les mots comptent beaucoup. Non mais complètement. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec Gilles Gansman et puis Dédé Berkov justement qui vous donne la parole et qui parle vrai de midi à 14h.